Bonjour, bienvenue à tous pour cette visioconférence dédiée aux newsletters. Comment créer une newsletter originale, pertinente et engageante? C'est la promesse. Nous n'avons pas beaucoup de temps, une petite demi-heure pour se consacrer à ce sujet. Je vais m'intéresser particulièrement à la partie éditoriale. Mais avant ça, je me présente. Donc, je m'appelle Cyril Franck, je suis le directeur de l'ESJ Pro Média à Paris. ESJ Pro qui fait de la formation continue pour les journalistes, producteurs de contenu et l'ensemble des métiers des médias. Donc, site esj-pro.fr et nous avons une newsletter hebdomadaire, j'édite une newsletter hebdomadaire qui s'intitule esjpro.substack.com. Voilà. Alors, le programme, concevoir sa newsletter et en l'adaptant à son public. Donc, déjà, comment définir son public. Deuxièmement, avoir un positionnement original par rapport à la concurrence. C'est des grands principes, mais il faut les rappeler quand même lorsqu'on conçoit un nouveau produit éditorial, quel qu'il soit. Troisième point, résoudre des questions de base, mais importantes, le style, la densité de l'information, la périodicité éventuellement. Et enfin, rapidement, choisir les outils et créer un process d'analyse et d'analyse statistique. Alors, première chose, définir son public, je rappelais des évidences, mais elles sont importantes. Il est déjà crucial de savoir à qui on souhaite s'adresser en priorité. Il est impossible de réussir à plaire à tout le monde, et celui qui veut faire ça est condamné à n'intéresser personne. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une idée assez précise, ou en tout cas une idée de à qui on veut parler. Alors, le cœur de cible peut être plus ou moins large selon la nature de son service ou de son contenu. Ça peut être assez précis, donc les jeunes actifs de 25-35 ans, les étudiants, c'est encore une catégorie différente, des amateurs éclairés de vin de plus de 40 ans, dans les beaucoup plus spécifiques, ou alors l'ensemble d'une catégorie d'âge de 13 à 77 ans, pourquoi pas, lorsqu'on parle parce qu'on a plusieurs publics. Et là, on va en parler. Donc attention aux cibles floues, effectivement, hommes et femmes urbains de 18-45 ans, si c'est ça son cœur de cible, c'est un peu compliqué. Il va falloir séparer un peu différents publics et on va voir ça avec les personas. Mais attention à vraiment des cibles qui n'ont rien à voir. On ne se comporte pas du tout de la même façon d'un point de vue de consommation, besoin. Quand on a 18 ans et quand on en a 45, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas le même temps, etc. On n'a pas les mêmes outils, etc. Donc il faut vraiment plutôt s'intéresser à des cibles précises. Et c'est ce qu'on fait quand on utilise des personas. Donc, c'est une représentation de ces différents publics. On n'a pas forcément qu'un seul public. Et on décide de vouloir intéresser tous ces gens-là. C'est le cas, je vous dis, quand on a affaire à un service très généraliste, comme la banque, où on a des publics différents. Ou même dans une entreprise, quand il s'agit de communiquer en interne, de se dire, oui, j'ai l'ingénieur, mais j'ai aussi la secrétaire assistante, et elle n'a pas forcément ni même temps, ni même degré d'expertise, ni même les mêmes outils de consommation des contenus. Donc, effectivement, ce qui va nous intéresser, c'est définir des profils comme ça, hypothétiques, mais en tout cas qui vont nous permettre de comprendre quel type de contenu a besoin de telle ou telle cible. Et derrière, potentiellement, de faire d'ailleurs des angles précis, des sujets ou carrément des propositions, des rubriques de niche plus ou moins précises. Et c'est le cas du Huffington Post qui a inventé le Royal Roundup, l'actu des familles royales, donc vraiment très précis, newsletter spécifique dédié à ceux qui s'intéressent particulièrement à ce sujet, ou The Head Tracking Email, qui est l'angle des nationalistes, des anti-tout et des trolls. Voilà, comment ils se comportent, quelle est l'actu sur ces gens-là. C'est vraiment des sujets très spécifiques qui viennent de l'analyse des besoins d'une cible en particulier. Ensuite, cette cible va nous permettre, une fois qu'elle est définie, de définir la bonne recette éditoriale, plus généralement, et le bon dosage d'ingrédients. Pour une newsletter de communication interne, ça pourrait être, par exemple, ce mélange entre du quiz, du quiz de cartoon, de photos décalées de l'entreprise, des insolites, par exemple. Globalement, une grosse part de l'équation éditoriale sera la valorisation des salariés, des services, la mise en lumière des réalisations, des entrées, des sorties, des portraits, des initiatives personnelles. Voilà, ça serait le gros de l'offre éditoriale de ce journal interne. Et puis, potentiellement, d'autres choses, des tendances et actu business, les résultats de l'entreprise, un petit peu moins. Des outils et trucs et astuces pro du point de vue pratique qui seraient encore un peu plus bas. Mais en tout cas, cette recette-là, c'est un exemple type et pourrait être très différente selon un public très différent ou alors au contraire, on aurait beaucoup plus d'informations de tendance ou au contraire ludiques. Voilà, c'est vraiment une idée de cette fameuse équation entre ces besoins différents. Alors, le deuxième point, évidemment, il concerne la concurrence. On a toujours intérêt à regarder ce que font les autres avant de se lancer. Donc, regarder l'offre existante, ça permet d'une part de se démarquer, mais aussi de s'inspirer des bonnes idées avec pourquoi pas un meilleur mix, si possible, récupérer des bonnes pratiques ici et là pour faire un produit encore meilleur.
hein, copier en mieux. C'est un peu comme ça qu'ont réussi un certain nombre de pays, notamment les Japonais dans les années 80, dans plein de domaines. Mais aujourd'hui, les Chinois, on va dire. Alors, utiliser un mapping pour voir où se trouve le créneau pour se distinguer, ça c'est très utile aussi. Là, j'ai donné un exemple vraiment hypothétique de newsletter techno où, qui peuvent se distinguer entre à la fois deux paramètres, celui du côté chaud ou prospective, on est dans l'actualité chaude maintenant ou au contraire pour demain, sur l'axe horizontal, et puis sur l'axe vertical, le ton qui peut être plus sérieux, plus distant, plus efficace, ou au contraire plus décalé, plus proche, voilà, selon des publics différents. Donc ici, on va voir que potentiellement, l'ensemble des newsletters se consacre plutôt aux deux bords et qu'il y a deux opportunités, surtout celui de la prospective décalée où il y a manifestement pas grand monde et c'est peut-être intéressant de se lancer là-dessus. Ensuite, on va analyser plus en détail chacun des concurrents. En l'occurrence, j'ai fait une analyse, un benchmark. Là, c'est un exemple de presse et de médias en général. Il ne faut pas non plus oublier que il faut pas arrêter de dire j'ai pas de concurrent parce qu'il n'y a pas de journal ou de newsletter spécifique dédié à ça. Il y a peut-être une émission, un podcast qui en parle et qui fait exactement la même chose. Il est concurrent parce qu'il va prendre de l'attention. Il y a peut-être une émission de télé qui en parle. C'est tout ça aussi. Parfois, il faut sortir du pur cadre. Alors, la newsletter, c'est quand même un mode particulier de consommation, mais regardez qui produit ce type d'infos aussi. En l'occurrence, j'ai distingué sur cette analyse qui était plus sur les réseaux sociaux des critères différents, c'est-à-dire notamment la qualité de l'interaction, de l'animation éditoriale, etc. Pour nous, dans le cadre d'une newsletter, on va s'intéresser surtout à la qualité des infos, l'analyse, le style, le ton, le design, les photos, la périodicité, pourquoi pas, est-ce qu'elle est régulière, est-ce qu'elle est irrégulière, est-ce qu'elle est plus ou moins fréquente, l'efficacité, la densité de l'information. Et puis après, pourquoi pas les interactions qui peuvent avoir lieu sous la newsletter, la vitesse de chargement, etc. Donc, à vous de faire vos propres critères d'analyse, mais c'est toujours intéressant de passer par là avant de se lancer. Ensuite, on va définir son produit éditorial. Et là, trouver un positionnement éditorial original et pertinent, parce qu'il ne s'agit pas d'être uniquement original, c'est encore une fois répondre, je dis encore une fois parce que c'est ce que j'ai dit également dans la conférence sur le X design de contenu, c'est rendre service. Et rendre service au lecteur, ça passe par ces 4 grands principes que sont les services pratiques, les services de plaisir, de pensée et de partage. Et c'est pas pour rien qu'il y a 4 P, c'est pour rappeler les fameux 4 P du marketing mix, un prix, place, promotion et produit. On va dire que les services pratiques, c'est ce qui va vraiment répondre à un besoin immédiat, tangible, concret. Les horaires de bus, les événements à venir du week-end. Le plaisir, c'est un peu à la fois du divertissement, des choses légères, des cartoons, mais aussi potentiellement c'est le plaisir des interfaces, la qualité du design, la qualité du ton. Ça, c'est du plaisir aussi. La pensée, ce qui nous rend intelligent à la fois pour se comprendre soi-même et comprendre le monde. Et le partage, comment tous ces contenus nous aident à nous socialiser, à nous relier les uns aux autres. Et on va dire quand les contenus sont bons, ils sont un carburant social. Donc, c'est pour ça que je le mets au centre. Le partage, c'est vraiment le cœur de la machine. Il faut que les contenus nous aident à nous socialiser. Alors, un exemple de contenu de newsletter à la fois pratique et plaisir, le shopping, c'est du plaisir, hein, surtout sur ce type de shopping, évidemment, pas forcément celui des courses du dimanche, mais sur ce type de shopping, My Little Paris va permettre de répondre à ce besoin de plaisir. Le plaisir de l'interface avec des beaux visuels. Est-ce qu'on peut revenir juste à celle précédente? Le plaisir des interfaces, la qualité des graphiques, et puis bien sûr, une fois qu'on a un contenu de qualité qui répond avec des bons plans, on les partage. Donc il y a à la fois du pratique aussi, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent nous rendre service, mais beaucoup de plaisir, un peu de pratique, beaucoup de partage aussi. Tech Trash, lui, qui est sur un positionnement vraiment un contenu amusant, newsletter un peu décalé, qui se moque un petit peu, qui prend par dérision un peu l'univers de la Startup Nation, qui est donc beaucoup plus de plaisir et de partage du coup, un peu de pensée au passage, on donne un peu d'actu de la semaine, mais c'est beaucoup de la rigolade et du partage. Bulletin, la newsletter qui s'est lancée par Jean Biatessi, plutôt généraliste, la newsletter de curiosité, très intéressante, qui ouvre l'esprit, donc beaucoup plus de pensée, hein, on a vraiment la compréhension du monde, mais avec beaucoup de plaisir aussi, parce que pareil, le graphisme est soigné, les formats sont relativement courts, on se prend pas la tête, le texte est écrit très, très efficacement, très simplement, avec une touche d'humour,
Voilà, c'est vraiment comment on donne de l'intelligence par la bande, sans se faire du mal, sans se prendre la tête, comme on dit. Et donc, du coup, ça se partage aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est, alors l'autre exemple, c'est un contenu plus pédago, Brief Me, avec voyez, un équilibre différent, plus pratique. Là, il s'agit vraiment d'être un peu moins ludique. On est efficace. C'est surtout des scolaires, des étudiants, des professionnels qui veulent comprendre rapidement. C'est de l'info de rattrapage. Expliquez-moi l'actu, mais vite et efficacement. Donc la compréhension du monde, c'est central, beaucoup plus de pensée, de pratique et un peu moins de plaisir. C'est un peu moins partagé parce que c'est plus sérieux, quoi. Donc le vecteur de viralisation est moins fort. Mais bon, ça se partage aussi. Donc, adopter un ton original et engageant, c'est le deuxième point pour soigner l'expérience de ces newsletters. Donc, le nom, par exemple, des décalés des rubriques va jouer énormément. Là, en l'occurrence, il y a Time to Sign Off, une newsletter parisienne assez élitiste d'ailleurs, mais rigolote. Si vous avez passé la journée à ne rien faire, donc ces noms de rubriques sont assez mouvantes en fonction de l'actualité. C'est un jour de congé probablement où ils ont tenu compte de ça dans leur rubricage. Et par ailleurs, les infos sont plutôt sérieuses, même s'il y a une forte éditorialisation, des prises de position. Voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui a pris position. Et ça participe aussi de l'engagement. Le tech trash, bien sûr, le ton dérision et sarcasme, le contre-pied anti-Startup Nation. Voilà, ça c'est le ton fait beaucoup du succès de cette newsletter. Et puis au passage, quelques actus techno sérieuses, mais pas dans l'approfondissement, plutôt dans le rattrapage d'actu encore une fois. My Little Paris, donc le ton est proche mais pas familier, les photos sont belles, les illustrations sont jolies et drôles, je le disais tout à l'heure. Là, le ton, il est quand même assez léger. Hein. On parle à sa copine ou à son copain. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très descendant, très distant. Le choix des rubriques, j'en parlais tout à l'heure, il est décisif et je prends l'exemple de Bulletin qui a vraiment fait un effort là-dessus. C'est Pasteur aussi, le nom de la rubrique, pour parler d'une explication d'un contenu pédago, à picorer pour des infos diverses, insolites, curieuses, surprenantes, en 2 lignes maximum. Matière à penser, un sujet qui remet en question, en perspective, une perception, une façon de penser. Là, ça enfonce, ça évite de tomber dans les stéréotypes. On remet en question un petit peu ce qu'on pouvait penser sur une question, c'est intéressant. Matière à penser. Ensuite, le troisième point pour vraiment être bon sur l'expérience utilisateur des newsletters et avoir une meilleure efficacité, c'est apporter un service, un bénéfice rapidement. Et pour ça, on a besoin, la concision reste quand même une arme extrêmement efficace sur les newsletters. N'oubliez pas que vous allez arriver dans la boîte mail des gens qui est déjà submergée. Donc, être efficace, c'est important. Des explications concises sur un problème complexe, des phrases et termes simples, des liens pertinents pour aller plus loin. Voilà ce que fait Brief Me, ce que fait aussi Bulletin. Ce que j'essaie de faire moi aussi avec le débrief média, c'est vraiment essayer d'avoir des points clairs, des informations orientées solutions, et des liens vers des sources pour aller plus loin. Mais vraiment, mon but, c'est de faire des phrases le plus court possible et d'être le plus clair possible. Donc, l'information, mais tout en apportant des choses tangibles. Donc, ça, c'est important en termes d'écriture. Une bonne part du succès de votre newsletter dépend d'ailleurs de cette qualité d'écriture, sans même parler du reste. Et il faut être direct sans être abrupt, dire le maximum de choses avec un minimum de mots, mais pas non plus de façon trop dense, parce que sinon on tombe dans des choses complètement inaccessibles, ésotériques et très complexes. Donc c'est un équilibre entre la densité et la clarté, la compréhension, l'accessibilité. Faire des phrases courtes si possible, utiliser des mots simples et faciles à prononcer. Hein, je le répète, plus les mots sont compliqués à prononcer, plus ils sont durs à comprendre. Hein, parce qu'il y a une subvocalisation des termes. On lit tout haut dans sa tête pour la majeure partie d'entre nous. Mettre en valeur l'information clé et renoncer à ce qui n'est pas tout à fait primordial. Il faut faire des choix. Et le lien sert à aller plus loin pour en dire plus. Donc évacuer la complexité par le lien. Ça veut dire choisir bien ces liens, faire des liens pertinents, précis, vers des contenus eux-mêmes de qualité. Hein. C'est pas pour dire c'est ici. Là-dedans, vous allez trouver votre bonheur. Enfin, soigner la progressivité de l'information, apporter un bénéfice lecteur à chaque nouveau paragraphe, dire le plus important en premier, y compris dans la phrase. Qu'est-ce qui se passe avant le comment et le pourquoi, et donc là on se dit, si le lecteur nous quitte avant la fin de la newsletter, est-ce qu'il a retenu quelque chose qui lui sert, et donc est-ce qu'il a un premier bénéfice, et donc est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va recliquer sur notre newsletter la prochaine fois. Voilà un bon exemple, effectivement, tiré de Bulletin, un chiffre fascinant, vous voyez, c'est écrit avec des petits paragraphes très courts, j'ai du mal à lire, mais c'est très très efficace. Les phrases sont courtes et a beaucoup de contenu avec un minimum de mots. Quelques mauvais exemples.
Cette newsletter là de HBR qui montre finalement peu d'infos en premier niveau. On est obligé de cliquer, c'est des chapeaux à l'ancienne comme on les faisait avant, où on faisait des chapeaux qui introduisaient le contenu. Il faut vous dire une chose, c'est que sur les newsletters, c'est fini ça. Il faut arrêter. Le clic est mort. Il faut éviter. Si on clique, c'est parce qu'on veut en savoir plus, pas parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Vous voyez, donc le clic d'approfondissement éventuellement, mais pas le clic pour comprendre. Je vais cliquer ici pour voir votre bénéfice. Non, d'ailleurs, c'est d'une bonne pratique en général. C'est one click to experience. J'ai cliqué une première fois sur la newsletter. Je veux en avoir déjà à ce niveau-là. Et après, pourquoi pas un deuxième clic sur further experience, une meilleure expérience plus profonde. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il fallait pas faire. Charlie Hebdo, là, on est sur une mise en forme austère, rigide, des visuels qui sont petits, pas toujours lisibles, et un rubricage triste et peu créatif qui est surprenant de la part de Charlie Hebdo. On attendait vraiment mieux de leur part avec l'info du jour, l'image du jour. Bon, c'est un peu tristoun. Et puis, encore une fois, il faut beaucoup cliquer pour avoir l'info. Donc, évitez ça, essayez de donner de l'information en premier niveau. Quatrième point, soignez le timing de diffusion. Alors, pensez surtout à la consultation mobile, qui concentre aujourd'hui l'essentiel des usages, notamment des newsletters. 80% utilisent des appareils mobiles sur les newsletters. Donc, le matin, midi et soir après 17h. Pour l'info d'alerte, c'est plutôt le matin. L'info de rattrapage, il lui dit que c'est plutôt le soir ou le week-end. Tout dépend, vous voyez, de à quel moment on publie. Ça va dépendre du service que vous rendez. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte du mode de consommation de chacun de vos publics. Si les gens habitent en région qui prennent la voiture, va se poser la question du timing. Je sais pas, entre 7 et 8 heures, ils viennent au bureau plus tôt, peut-être. C'est peut-être pas le moment de leur envoyer un lien à ce moment-là dans la newsletter pour pas consulter leur mobile. Donc, c'est peut-être plutôt le soir ou plutôt à un autre moment. C'est ce que je résume ici. Chaque support, chaque device, déjà, a des modalités générales. Là, on est sur un usage général plutôt plus important à tel ou tel moment. L'ordinateur est plutôt fort en milieu de journée parce que c'est quelque chose qui est lié au travail. Le mobile, c'est un peu tout le temps. On continue d'ailleurs, aujourd'hui, le mobile est vraiment suit des courbes parallèles à celles des autres devices, mais au-dessus en termes d'usage. Donc un peu le matin, un peu le soir, un peu moins dans la journée parce qu'on bosse quand même, on essaye. Donc, vous voyez, durant la période de travail, c'est pas utile. Dans les transports, évidemment, c'est période de temps mort, entre guillemets. Et il faut savoir aussi que c'est des usages qui évoluent beaucoup, mais le temps d'accessibilité, la durée d'usage via le mobile, le smartphone, s'allonge. Donc, la durée aujourd'hui, en moyenne, à 21h10, des gens sont encore en train de regarder les contenus en moyenne très largement. Et pour les jeunes, c'est encore plus tard. Pour les gens qui ne travaillent pas, c'est au-delà de 22h. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Je me rappelais plus de cette slide. Après 21h10, voilà, on est à 21h10, on a encore un pic de connexion sur mobile. Donc, faut prendre en compte cette évolution. Et vous voyez que la part du mobile, elle est très au-dessus des autres en termes de. Non, là, en l'occurrence, il s'agit de la consultation en général d'Internet. Et en dessous, on a les messageries et les jeux qui sont en dessous. Mais je dirais qu'on pourrait montrer cette courbe, elle serait au-dessus des autres canaux de consultation en général. Et les 15-24 ans, 21h30, parfois 22h, on est beaucoup plus tardif encore. Là, c'est les moyennes médiamétrie. La consultation s'allonge avec l'usage des smartphones. Donc, est-ce qu'il faut faire des contenus, les publier à 23h, minuit? Je suis pas sûr, ça dépend. Encore que si c'est une alerte, ça dépend quel type d'information. Mais en revanche, on peut publier des newsletters à 21h30 pour certains publics. Voilà. Après, les bons horaires, il faut les tester. Le mieux, c'est encore de tester. Donc, ça veut dire, les premiers temps de votre newsletter, vous allez essayer plusieurs horaires avec des hypothèses que vous allez valider ou invalider. Dimanche à 10h, le mardi à 7h, le lundi à 7h. Et puis, regardez ce qui se passe en termes de taux d'ouverture, de taux de clic, de temps passé. Si vous avez des outils d'A/B testing, certaines technos le proposent par défaut, c'est encore mieux, parce on peut le faire sur une partie seulement de son audience sans avoir besoin de changer tout radicalement et de perturber peut-être les lecteurs. On peut le faire sur un temps réduit, pendant quelques heures après publication, quelques minutes après publication, on va tester, et puis après on va repasser sur une modalité générale pour ne pas perturber complètement ses lecteurs, mais en tout cas tester. Soigner les objets des emails, c'est important, bien sûr. Long et précis avec plusieurs sujets, c'est une possibilité. C'est ce que fait BriefMe avec un maximum d'informations, accord en Syrie, réforme de l'État, prévoir la perte
de son smartphone. Voilà les sujets qu'on va traiter dans notre newsletter du jour. Ou alors court avec des teasings et une forte promesse. Ce livre est une pure pépite. Promis, ça va vous simplifier la vie. We can read 5 of our best. Là, vraiment, il faut vraiment, c'est bien, mais il faut tenir la promesse. Promis, ça va vous simplifier la vie. J'espère que c'est vraiment le cas. Couvre avec une info forte, on peut faire ça aussi. Il y a beaucoup d'infos dans la newsletter, mais on va prendre une qui est particulièrement forte pour attirer l'attention. Affaire Nuna, TF1 va saisir le CSA. Évidemment, c'est croustillant pour un type de public. Les objets courts ont l'avantage de se détacher visuellement de la boîte mail. Donc, il y a une opportunité de se distinguer, ne serait-ce que parce qu'on va être plus court. Encore une fois, respecter la promesse derrière. Un mauvais exemple, c'est parti. Amour, gloire et forêt, on comprend pas. L'Expresso News, 27 septembre 2018, plus froid, c'est pas possible. Donc attention à bien soigner aussi vos titrailles et notamment ces intitulés d'email. Attention également au spam, les envois massifs, c'est tout de suite des abonnements, donc n'envoyez pas de façon trop rapprochée et surtout pas en masse vos newsletters, évidemment. Alors, rapidement, il nous reste peu de temps, mais quand même, quelques petits mots sur les outils. Ce n'est pas l'objet principal, mais moi, je recommande évidemment le leader du marché MailChimp qui permet de créer une newsletter personnalisée rapidement avec des modules et des modèles prédéfinis. Il est bien toléré par les plateformes de mailing, ce qui est important parce que ça évite d'être mis en spam par défaut. Certains opérateurs, certaines plateformes sont connus pour être plus coulante que MailChimp sur le spam et notamment tolérer l'insert de bases de données d'utilisateurs qu'on n'a pas vraiment sollicité et du coup on a des taux de rebond, des taux de rejet très forts de désabonnements massifs et ça MailChimp, si vous faites ça, il va tout de suite vous repérer et vous demander de refaire apurer votre base, ce qui fait que du coup c'est les bonnes pratiques qui permettent derrière d'être accepté par toutes les plateformes d'emailing, de Outlook, Gmail et compagnie. C'est vital pour le succès d'une plateforme d'emailing. Ensuite, il y a des tas de fonctions. Si on peut revenir juste un tout petit peu sur MailChimp, il y a d'autres fonctions marketing qui sont extrêmement intéressantes, notamment le suivi de l'audience qui est assez poussé, la possibilité de créer des segments pour vérifier ce qui se passe sur tel ou tel segment de son audience, pour faire des tests, et puis même du marketing automation. Il faut savoir aussi qu'il y a un plugin WordPress qui existe pour directement publier ses newsletters et la fabriquer depuis son CMS, ce qui est assez intéressant. Et je vais pas m'étendre trop longtemps sur les plateformes parce qu'on pourrait passer du temps, mais celle-ci est vraiment celle qui monte, évidemment Substack, qui est la dernière en date, une plateforme parmi d'autres qui vient de se créer, qui est vraiment encore plus simple et encore plus rapide à mettre en œuvre que MailChimp, plus rudimentaire également, mais voilà, si vous voulez être efficace, c'est assez intéressant, c'est du texte, un peu de visuel, on peut mettre de la photo, mais voilà, très simple, très basique, donc très léger aussi. On peut aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça crée également la page web d'archivage de ces newsletters, qui est créée automatiquement sur laquelle on peut communiquer pour ensuite pouvoir recruter de nouveaux abonnés via tous les autres canaux, que ce soit le site web ou les réseaux sociaux. Et puis, les statistiques ne sont pas ultra développées, mais on a l'essentiel. On n'a pas le temps passé, par exemple, mais on a aussi quand même le taux de clic, taux d'ouverture, la progression du nombre d'abonnés. On a également, on peut rentrer dans le détail des utilisateurs, faire des exports pour les travailler sur Excel aussi, potentiellement. Enfin, les exports, il faut surtout les récupérer soi-même, hein, les crowds, les avaler. Mais par contre, on peut faire des choses. Et puis, il y a un volet monétisation très simple à activer qui fait son succès actuellement. En gros, il y a beaucoup de journalistes et de producteurs de contenu qui décident de se lancer en indépendant en disant je vais faire payer tant l'abonnement pour en vivre. Je pense que beaucoup vont être un peu déçus par cet Eldorado, mais en tout cas, il y a cette possibilité pour quelques-uns de tirer leur épingle du jeu via cette monétisation facile. Enfin, le dernier point, le process et le monitoring de ce process. Quelques points très, très rapides. Il faut bien réfléchir en amont à comment vous allez faire cette newsletter et faire en sorte qu'elle soit publiable en 1 heure et pas en 1 mois. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas trop exiger, pas être trop exigeant sur la nature des contenus qu'on met dedans, être capable de les faire assez vite. Et en tout cas, si on décide de faire une newsletter de qualité, de prendre le temps pour le faire et d'anticiper. Donc, je vous ai mis 2 exemples. Ici, il y a moi, comme je travaille, j'ai un fichier d'archivage, un fichier Excel, enfin un style sheet, où je mets mes sujets
au fil de l'eau quand je les vois, quand je les repère. Moi, je fais de la curation de contenu, donc je ne crée pas spécifiquement des contenus, sauf mon focus, qui est un article que j'écris dedans. Mais à part ça, c'est souvent de la curation. Simplement, il faut que j'identifie rapidement dans la semaine, sur cette newsletter hebdomadaire, ce qui représente un intérêt. Donc, je note, je mets le lien, je note le sujet et ce qu'il raconte. Et puis après, je vais arbitrer ce que je garde ou ce que je ne garde pas au final. Je mets aussi petit à petit les choses dans ma newsletter, slide après. Donc la newsletter, je la bâtis au fur et à mesure. On voit à droite, la prochaine n'est pas encore finie, elle est à peine débutée, puisque j'ai publié l'autre hier. La newsletter du 26, la 26e newsletter, elle est déjà titrée comme ça, mais je vais changer évidemment de titre. J'ai mes différentes rubriques et je mets au fur et à mesure les éléments qui me semblent intéressants, les liens incontournables de la semaine, le focus, je vais commencer à récupérer les choses. Et puis petit à petit, je vais la bâtir, ce qui fait que le jour J, le mardi matin, lundi soir au plus tard, elle est prête. Et le mardi matin, j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Et c'est fait. Donc, ce travail au fil de l'eau, il permet de faire des choses compliquées. Alors moi, je le fais de façon hebdomadaire, mais si vous décidez de le faire de façon mensuelle, vous devez travailler de la même façon. Récupérer les choses, travailler la newsletter au fur et à mesure, anticiper au maximum les sujets au long cours. Si vous vraiment voulez être dans la profondeur, l'analyse, etc., n'hésitez pas à anticiper avec un calendrier éditorial sur plusieurs mois, voire sur un an, pour dire, voilà, j'ai ce reportage qui va m'apporter tel contenu, j'ai ce format qui va vraiment, il faut vraiment que je puisse le caler, mais ça va me prendre X temps pour le produire. Donc, on va l'anticiper et le préparer au fil de l'eau. Et ensuite, les données que vous devez vérifier, les statistiques que vous devez vérifier pour mesurer le succès ou pas, les voici, c'est le taux d'ouverture et le taux de clic. Il faut faire le ménage aussi dans sa base, vérifier ceux qui ne cliquent jamais, ceux qui n'ouvrent jamais. Accepter pour gagner un bon engagement, pour garder un bon engagement, quelquefois, de faire le ménage. Si les gens n'ont pas ouvert votre newsletter depuis plusieurs mois, peut-être que vous pouvez les sortir de la base. Vous gagnerez un taux d'engagement. Enfin, le taux de clic rapporté au taux d'ouverture, c'est intéressant aussi pour savoir parmi ceux qui vous ouvrent, en tout cas ceux qui sont vraiment engagés, ça c'est intéressant pour avoir une idée de l'engagement de vos lecteurs, vos fidèles. La part de l'audience qui ouvre la newsletter au moins une fois sur deux, c'est pareil, c'est vos fidèles. C'est ceux-là, plus ce chiffre est élevé, plus ça veut dire que vous avez une base fidèle. La croissance moyenne du nombre d'abonnés par mois, par semaine, bien sûr, pour vérifier que vous êtes toujours en progression et qu'il n'y a pas un moment où ça ralentit. Le nombre de clics pour 1000 emails envoyés, ça permet d'avoir une idée de combien on rapporte de trafic finalement. Est-ce que derrière, s'il y a des questions de monétisation, de transformation, de l'importance. Voilà, si on a 10 000 abonnés, envoyer 1000 clics, c'est pas mal. Si on a 100 000, 10 000, ça commence à devenir vraiment intéressant. Vous voyez, ça permet d'avoir, si on est à 10%, je veux dire, ça permet d'avoir une idée. Si on est à 2%, c'est plus compliqué. Et enfin, le temps passé moyen qui permet d'évaluer, bien sûr, l'efficacité, l'engagement réel. Si vous pouvez avoir cette métrique, c'est bien. Alors, évaluer sa performance, elle dépend du sujet, du public, mais voilà, je vous ai mis un tableau des moyennes. C'est très, très général, mais c'est globalement, on est entre 16% de taux d'ouverture, selon les jours, selon les sujets, etc. Mais c'est des moyennes, donc encore une fois, et puis ça monte jusqu'à 30-35% quelquefois. Donc si vous êtes au-dessus de ça, vous êtes au-dessus de la moyenne. Moi, je suis au-dessus de ça, mais tant mieux pourvu que ça dure. En tout cas, c'est vrai que ça vous donne des repères pour savoir est-ce que vraiment on est en dessous, est-ce que c'est pas bon du tout, est-ce que c'est très très bien. Et puis sachez que encore une fois, ces chiffres d'engagement vont augmenter à mesure que vous ferez le ménage petit à petit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur à la fois nos services sur j-pro.fr, mon blog mediaculture.fr où j'explique ça en détail sur un certain nombre de sujets, notamment des contenus, mes newsletters, engagement, communauté, etc. Et puis, bien sûr, via la newsletter que j'ai très vendue aujourd'hui, jpro.substack.com. À bientôt et merci de votre attention. La presse au futur, All for Content, 100% digital. Une production Dot Evans et Broadcast Associés.